Bonjour à tous. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Je pense que oui, j'ai un bon retour. Alors, donc on est 5 joueurs pour l'instant sur le Kahoot. Donc là, ce soir, le thème, donc je vous rappelle, est dans la Terre, donc sur les profondeurs de la Terre, ce que nous cachent les profondeurs de la Terre, ce qu'on a sous nos pieds. Ce sera donc le thème de ce soir. Donc on va attendre que tout le monde arrive, on est un peu en avance, hein, je sais pas quelle heure il est, 55, donc on a encore 5 minutes avant que tout le monde nous rejoigne. Alors par contre j'ai pas les commentaires sur mon écran, ça c'est embêtant. C'est embêtant ça, voilà. Donc j'ai essayé de... J'ai modifié quelques trucs pour éviter d'avoir des crashs comme on a pu les avoir les soirs derniers. Donc j'espère que ce soir ça ira. En tout cas je manipule le moins possible mon PC et je reste sur Kahoot. Donc tout sera intégré à Kahoot, les corrections, etc. Donc c'est une série de 15 questions. Et comme d'habitude, hein, vous avez un code. Donc 988 280. Par contre, ça m'embête si j'ai pas les commentaires sur mon écran live. Ça c'est embêtant. Enfin, sinon pire, je les suivrai sur mon portable. Parce que je l'ai là. Car Anne qui dit j'espère que ça ira. Oui, j'espère aussi, on verra. On verra, on verra. Je vais suivre comme ça les commentaires en direct, comme ça ira. Alors, on a 10 joueurs pour l'instant. Et on est 14... Ah ouais, que 14 personnes qui regardent le live. On va attendre que peut-être que ça arrive. Bon, vous n'avez pas les commentaires, je pense. Pas grave, vous les avez sur le côté. Moi, je les aurai sur mon portable. Alors, 11 joueurs. « 12 joueurs. Alors, bonsoir Amine. Bonsoir Sema qui dit qu'elle n'est pas fortiche ou qu'il n'est pas fortiche, je ne sais pas. Rassure-toi, hein, on n'est pas là pour être des pros de la géologie. C'est aussi, il y a des questions de culture générale et des questions un peu plus difficiles, mais le but c'est d'avoir le maximum de points et de bien se classer parmi tout le monde, sachant qu'en effet il y a des géologues experts et des géologues moins experts, des géologues en herbe. Mais le but c'est d'apprendre des choses, de passer un bon moment, une petite heure ensemble. Salut Romain. Alors, 13 joueurs. C'est pas énorme, hein. À mon avis c'est le fait que je sois pas venu mercredi qui a fait que ça a déserté un peu. J'étais un peu débordé cette semaine, forcément semaine de reprise, on n'a rien foutu des vacances, donc un peu débordé. Mais mercredi prochain il y aura bien un live, hein, puisque Dorian, qui est un habitué du quiz, nous a préparé 10 questions de pétrologie, pétrographie. Donc il animera avec moi, je me mettrai au micro et puis
On animera à 2, même à 3 je crois, puisque notre géologue qui sera là. Et puis le mercredi suivant, on aura encore un quiz, puisque là ce sera Maeva, ici présente, qui a préparé un quiz sur les dinosaures. Donc voilà pour les prochaines semaines. Et puis on verra après, hein, si on maintient ou pas, s'il y a encore du monde. Malgré la fin du confinement. Du moins en France. Alors. On est combien? On est 22. Oh, terrible. 14 joueurs en live, il est quelle heure? Oh, il est 21h. On va attendre encore 2-3 minutes et puis on va lancer. Il manque des habitués, hein. Alors, 15 joueurs. Donc je vous rappelle de bien mettre en HD hein, la vidéo pour bien voir les images, quand il y a des images à voir. Je vous rappelle qu'il y a un petit décalage entre le live, ce que vous voyez, et quand ça va se déclencher sur votre Kahoot à vous. Donc ne répondez pas trop vite, attendez d'être sûr d'avoir les questions. Et puis je vous rappelle que vous avez 60 secondes pour répondre à chaque question. 60 secondes, sachant qu'il y a 30 secondes de latence, vous avez en gros 30 à 20 secondes pour répondre aux questions. Et plus vous êtes rapide, et plus vous avez de points. Alors, on est combien? 25, et on est 16 sur le jeu. Allez, encore 1 minute, et puis après, tant pis, on y va. Hein. Et on verra qui va gagner ce soir. Bon, je crois que c'est stabilisé à 16 joueurs, on pourra y aller. Hein. S'il n'y a pas de nouveaux arrivants. 17, s'il y a quelqu'un qui est arrivé, science. Donc 17 joueurs. Est-ce qu'on va monter à 18? Voilà, on est monté à 18 avec la 17, on est retombé. Bon, allez, on va y aller. Donc, on y va pour le quiz. Je vous rappelle, une question, une petite explication derrière. Donc cette fois-ci qui est tout intégrée à Kahoot. J'évite de changer, de bouger trop mon PC pour éviter le plantage. Et en espérant que ce soir, ce soit fluide. Allez, on est parti. Donc, go! Donc, quiz de géologie numéro 6 dans la Terre. On y va, première question. Quel auteur a imaginé un voyage au centre de la Terre en 1864 ? Quand on ne connaissait pas ce qu'il y avait justement sous nos pieds. Un auteur a imaginé un voyage au centre de la Terre en 1864. Est-ce que c'est H.G. Wells? Est-ce que c'est Jules Verne? Est-ce que c'est Charles Darwin? Est-ce que c'est Voltaire? Question plutôt facile pour commencer. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin. J'en ai un souvenir assez brumeux de ce bouquin, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous rappelle, hein, le héros, dont je ne connais plus le nom, part de l'Islande, d'un volcan islandais, et va parcourir le centre de la Terre et va remonter au niveau des îles éoliennes en Italie. Et découvrir des choses incroyables comme des champignons géants, des dinosaures. Au centre de la Terre donc. Du moins en profondeur. Alors, il fallait répondre Jules Verne.
Donc Jules Verne, alors vos commentaires, je regarde en même temps. Simon nous dit pas de chaos, t'as une capoute. Ok. Donc Jules Verne, en effet, c'est une histoire vraie, je crois bien. De quoi du centre de la Terre, voyage au centre de la Terre, Dorian? Il y a des longueurs dans ce bouquin, ouais, en effet, c'est un peu long. Bah, c'est du Jules Verne, quoi, c'est assez descriptif. Alors, on va regarder tout de suite le classement et ensuite on fera la correction. Alors, pour l'instant, on a Will qui est en tête, puis Science, Amine, Clara, et G qui est juste après. Donc là, c'est une question de rapidité, je pense. Vous êtes vous avez majoritairement bien répondu à cette question. Donc juste petit point information, comme à chaque fin, donc je vous ai un peu parlé du coup de ce bouquin, c'est bouquin de Jules Verne, j'ai écrit d'autres bouquins comme ça, je dirais d'anticipation, de science-fiction, un peu anticipation, 20 milieux sous les mers, de la Terre à la Lune, autour de la Lune, tour du monde en 80 jours, etc. etc. Mais pour le voyage au centre de la Terre, il n'était pas vraiment visionnaire, on va dire, hein, parce que c'est pas vraiment ce qu'il y a sous nos pieds. Alors on va voir justement ce qu'il y a sous nos pieds maintenant avec la prochaine question. Quel est le record de profondeur pour un forage réalisé par l'homme? Est-ce que c'est 8289 km? Est-ce que c'est 11 352 km? Est-ce que c'est 12 262 mètres? Ou est-ce que c'est 25 762 mètres? Quel est le record de forage réalisé par l'homme? Pour savoir ce qu'il y a sous nos pieds, eh ben, on a essayé de forer. Alors c'est lié bien sûr à la guerre froide, puisqu'il y avait la conquête de l'espace, mais il y avait aussi la conquête du sous-sol. Alors, qui va trouver la bonne réponse? Quel est le record de forage? La profondeur maximum, pas le record de forage, parce qu'on a creusé une épaisseur plus profonde que ça, mais c'est le record de profondeur. Le plus profond où l'outil a pu aller. Pas l'homme, mais l'outil. Trop rapide, nous dit Dorian. Ah bah, il faut être réactif, faut être réactif. Alors, c'était 12 262 mètres, pas 8 289 km. Imaginez, 8 289 km, c'est plus que le rayon de la Terre. Donc c'est pas possible. Attention aux unités. 11 352 également, c'est plus que le rayon de la Terre. Ça veut dire qu'on aurait transpercé la Terre complètement jusqu'au noyau. Et personne n'avait répondu 25 762 mètres, donc c'est bien 12 262 mètres, 12 km en gros de profondeur. Alors on va regarder le classement et après je fais un petit topo sur ça. Donc on a Science en premier, Elodie, 40, Amine et Puff Puff. Donc là il y a pas mal de chamboulements dans ce classement. Je regarde un peu les commentaires. C'est moi qui nous disait 8289. Bah non, puisque c'était des kilomètres. Eh non, faut pas se tromper. Regardez bien les unités. Faut pas tomber dans le piège. Il y aura d'autres pièges, attention. Donc, concernant ce forage, vous le connaissez peut-être. Il s'est fait au niveau de la péninsule, la presqu'île de Kola. Donc en Russie, en URSS à l'époque. Puisque c'est le bloc soviétique qui a pu forer comme ça à travers donc la croûte. Elle n'a pas atteint le Moho. Et il y a des légendes autour de ça, comme quoi ils ont entendu les enfers, etc. Beaucoup de légendes autour de ce forage, donc qui s'appelle le forage SG3 de la péninsule de Kola. Voilà, un classique, je pense que vous connaissez, que vous avez dû voir au cours de vos études. Bonsoir Samuel. Ça m'a mis Time's Up alors que la question était encore affichée. Mais oui, Clara, il faut faire attention au niveau du temps et répondre rapidement. Alors je vais préciser le temps, parce qu'en fait, il y a un décalage de 30 secondes entre ce que vous voyez là sur l'écran et la réalité. Donc côté à peu près 30 secondes. Il faut répondre rapidement. On poursuit avec la prochaine. Je suis une inclusion étrangère dans une roche magmatique bien utile pour connaître la composition du manteau. Qui suis-je? Un monolithe? Un xénolithe? Un xénomorphe? Ou une pérovskite? Alors, répondez rapidement, n'oubliez pas, il y a décalage au niveau du temps
Et donc, faut pas perdre de temps et répondre le plus rapidement possible, en fait. Dès que vous avez la réponse, vous répondez. Alors, on voit une photo, hein, justement, de ce dont je parle, cette inclusion étrangère. Cette enclave, on parle d'enclave également, mantélique. Je ne vais pas vous cacher, c'est une péridotite, hein, on voit. Mais comment on appelle justement cet échantillon qui peut être arraché du manteau pour revenir à la surface, entraîné par le magma. Et en effet, c'est le xénolithe. Alors, on va regarder le classement et après je ferai le point. Alors, ouh là, ça change. Alors, on a Amine. Alors, Perovskite nous dit Samuel. Ça, je dis rien. Vous allez voir juste après, justement, il y a une question sur ça. Donc, au niveau du classement, donc on a mis Puff Puff qui viennent de monter, les autres se maintiennent juste derrière. Alors, on va poursuivre. Et on voit Dolomieu est le plus grand grimpeur. Il a monté de 3 places. Peut-être qu'il apparaîtra dans le classement un peu plus tard. Donc, le point info sur ça. Donc, bien sûr, c'est les xénolithes. Hein. Xénos, c'est étranger. Du coup, c'est un morceau étranger qui est amené à la surface. On en trouve dans les basaltes en classe de péridotite, par exemple. Donc, on a des morceaux des morceaux de manteau qui nous permettent justement d'en savoir plus sur ce manteau. Ce qui est difficile d'en savoir plus. Autre moyen, il y a aussi bien sûr les ophiolites, mais il y a ce côté métamorphisé qui s'ajoute. Et on peut pas, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du forage, on peut pas aller jusqu'au manteau. Donc c'est le seul moyen de savoir ce qui se cache sous nos pieds. Allez, question suivante, on y va. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, il n'y a pas de commentaires, on y va, on enchaîne. Alors, question 7. C'est un puzzle, il faut classer les minéraux mantéliques du moins profond au plus profond. Voici les minéraux. Perovskite, olivine, ringwoodite et wadsleyite. Jamais su le dire celui-là. Alors, ce sont des minéraux typiques d'une certaine profondeur. À vous de les remettre dans l'ordre. Du moins profond, celui qui est le plus en surface, au plus profond. Remettez-les dans l'ordre. Je vous laisse faire. Donc ce sont des minéraux de la péridotite, pardon. Ce sont des minéraux de la péridotite qui ont des domaines de stabilité différents selon la pression et la température. Quel est celui qui est le plus en surface? Celui qui est le plus profond. Donc il vous reste 10 secondes. On répond vite, on y va. Peut-être dû laisser plus de temps là. Ah tant pis, ça va être la rapidité, il va falloir y aller. Alors, regardons tout de suite. Ouh là là, il y a du changement. Alors, car Ant arrive, Dolomieu débarque également dans le classement. G aussi. Amine et Puff Puff se maintiennent dans le classement pour l'instant en première place. Est-ce qu'on a eu des commentaires? Non, on n'a pas eu de commentaires. Et on a donc Amine qui est le plus grand grimpeur. Bah, il est toujours de toute façon... Ah non, celui qui a mieux répondu. En tout cas, les 4 questions, il a répondu tout beau. Ok. Alors, petit point info. Donc, Sema nous dit Olivine, Ringwoodite, Wed et Perovskite. En effet, c'était les réponses. Vous voyez là, hein, je vous ai mis un document avec les températures, les pressions et donc les domaines relatifs de chaque espèce minérale. Voilà, un grand classique également des études au niveau du manteau concernant les équilibres donc, des minéraux. Alors, on poursuit avec la prochaine question. Quelles ondes sismiques ont permis de mettre en évidence l'état liquide du noyau externe de la Terre? Est-ce que ce sont les ondes de cisaillement, les ondes de Love, les ondes de Rayleigh ou les ondes de compression? Là, on est dans le niveau un peu... À vous de me dire. En gros, il y a des ondes qui ont permis de mettre en évidence que le noyau externe était liquide. Est-ce que ce sont les ondes de cisaillement, les ondes de Love, les ondes de Rayleigh, les ondes de compression? Quelles ondes sismiques? Et pourquoi? Ça, vous pouvez me dire en commentaire pourquoi ces ondes ont permis de mettre en évidence l'état liquide de ce noyau externe. Si vous avez répondu, vous pouvez répondre en commentaire. Petite question bonus qui n'apporte pas de points. Alors, on a 15 réponses, ça répond.
Les ondes de Rayleigh, nous dit Sema. Pourquoi ces ondes permettraient... Alors ce sont en effet les ondes de cisaillement. Les ondes de Rayleigh et de Love sont des ondes de surface. Les ondes de cisaillement, ce qu'on appelle les ondes S, qui sont un peu plus lentes. Et les ondes de compression sont des ondes P, ondes premières, qui sont plus rapides. Et la particularité des ondes S, on le verra après dans le document, est-ce que quelqu'un l'a dit, voilà, ne passe pas dans les liquides exactement d'Orient. Du coup, on a vu un vide au niveau des ondes S, on s'est dit, ça veut dire qu'il y a un milieu liquide sous nos pieds. Alors, on va regarder le classement, et je vous montre la petite diapo. Pas trop de changements, on a G qui passe devant car Ant. Et donc, au niveau de la fiche informative, donc jeudi nous dit car les ondes S ne se propagent pas dans les liquides, exactement. Donc je vous ai mis les différentes ondes, hein, onde P, onde S, donc les ondes de volume, les ondes de surface, donc Love et Rayleigh. Les ondes de surface, donc c'est réglé puisque ça va pas en profondeur. Et les deux ondes, donc comme je vous l'ai dit, vous voyez sur le document ici que au niveau des ondes S, eh bien on a un vide au niveau du noyau liquide externe. C'est la seule couche liquide située sous nos pieds. D'accord, le manteau est solide, et la graine est solide également. Voilà pour ça. Donc très bien pour vos réponses. On poursuit. Qu'a découvert en 1912 Benno Gutenberg? Est-ce qu'il a découvert la discontinuité noyau interne, noyau externe? Est-ce qu'il a découvert la discontinuité noyau-manteau? Est-ce qu'il a découvert la discontinuité manteau-croûte? Est-ce qu'il a découvert la discontinuité lithosphère-asténosphère? À vous de répondre. Donc, je vous rappelle, une discontinuité, c'est un changement en fait de matériaux capté par les ondes. Il y a un changement de vitesse. Plus c'est ductile, moins les ondes sont rapides. En gros, plus c'est cassant, plus les ondes sont rapides. Et donc, on peut estimer comme ça les différentes couches de la Terre, et c'est comme ça qu'on a estimé les couches croûte, manteau, noyau interne, noyau externe. Lithosphère, asténosphère. Alors là, je ne dis rien, sinon je vais donner la réponse. Alors, est-ce qu'on a des commentaires pendant ce temps? On n'a pas encore de commentaires. Alors, qu'a découvert ce monsieur? Il a découvert en effet la discontinuité noyau-manteau. Noyau interne-externe, non, c'est Lehmann. La discontinuité manteau-croûte, c'est le Mohorovičić. Et puis la discontinuité lithosphère-asténosphère, on en a parlé quand on a fait le quiz sur les plaques tectoniques, sur la tectonique des plaques. C'est la discontinuité dite LVZ, Low Velocity Zone. On regarde où Dolomieu remonte dans le classement et passe en deuxième position. Amine se maintient en premier. Hein. Là, Amine, il va être dur à déloger. Donc Sema nous dit discontinuité noyau-manteau, en effet. Noyau-manteau à quai. La bleue, je ne sais plus quelle couleur c'était. Ok. Petite fiche informative. Encore une fois. Donc je vous ai remis les différentes couches. Et en effet, la discontinuité de Gutenberg est donc située entre le manteau et le noyau. Donc le noyau liquide et le manteau solide. Elle se situe environ à 2900 km, nous dit Sema. En effet. On poursuit avec la question 7. Donc la moitié. Quelle ressource issue des profondeurs est exploitée en Alsace, à Soultz-les-sous-Forêts? Est-ce que c'est la péridotite? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est l'eau thermale? Ou est-ce que c'est la pression des roches? Il y a une ressource qui est remontée des profondeurs de la Terre. Est-ce que c'est la péridotite, la chaleur, l'eau thermale, la pression des roches? C'est unique en Europe, il faut le savoir, c'est un centre expérimental. Et qu'est-ce qu'ils utilisent à Soultz-les-Forêts? À 20 secondes, je vous donne un autre indice. Puisque de toute façon, vous aurez répondu. Alors, on a 10 réponses. Alors, il y a le même genre de dispositif en Martinique, dans une ville qui s'appelle Bouillante. Peut-être vous donner des idées. Et en effet, c'est la chaleur, c'est la géothermie profonde. Donc, on remonte, je vais montrer la petite fiche, mais on remonte en fait la chaleur profonde pour l'utiliser pour créer un courant électrique. Donc, remonte Dolomieu, a mal répondu, donc perd sa deuxième place.
Et ensuite, on maintient un classement à peu près similaire. Alors, Samuel nous répondait, l'eau thermale, non, c'est la chaleur en effet SEMA qui est exploitée en Alsace, c'est pas l'eau thermale. Il y a sûrement des thermes en Alsace, je ne sais pas. Dans les Vosges, il y en a, en tout cas. Je prends, c'est quoi l'eau des Vosges là? Je l'ai plus. J'ai Vian en tête, j'ai Volvic, c'est pas ça, c'est la dernière, je ne sais plus. Bref, il y a des eaux thermales, en tout cas au niveau des Vosges, mais Alsace, je ne sais pas. Donc au niveau de la fiche information. Donc oui, hein, comme je vous ai dit, donc on va prendre en fait la chaleur interne, donc l'eau de la chaleur interne, l'eau chaude de profonde, on va la remonter, ça va faire tourner des turbines. On peut l'utiliser également, parfois dans certaines villes, on l'utilise comme à Paris par exemple, comme chauffage, hein, pour chauffer. Et ensuite, on réinjecte l'eau froide en profondeur. On utilise cette force et c'est une énergie renouvelable puisque l'énergie de la Terre eh bien, est infinie. Donc c'est un centre expérimental en Europe qui a plutôt de beaux résultats, il me semble. On poursuit avec la prochaine question. Quel est le diamètre moyen de la Terre? Est-ce que c'est 6742 km, 8742 km, 12 742 km ou 13 742 km? Quel est le diamètre moyen de la Terre? Pourquoi moyen? Parce que vous savez que la Terre est un peu aplatie. Aplatie au pôle. Et donc, forcément, ce diamètre va varier en fonction de la latitude et de la longitude. Mais moyen, quelle est la valeur? C'est un ordre de grandeur. Je vous rappelle, c'est le diamètre. Normalement, ça, tout géologue devrait savoir répondre à ça. Combien de kilomètres je parcours si je traverse la Terre de part en part? En effet, c'est 12 742 km. Alors ceux qui ont répondu 6 742 km sont peut-être fait avoir. C'est pas le rayon que je demandais, c'est le diamètre. C'est-à-dire croûte, noyau, noyau, croûte. Le diamètre total de la Terre. Donc c'est environ 12 742 km. Moïse nous dit 8 742. Ah non, 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 non. Et 40, ben voilà, c'est fait avoir et a répondu le rayon. Eh oui, comme je dis à mes élèves, toujours lire les consignes, hein. Attention, attention, ne pas aller trop vite, ne pas se précipiter, vaut mieux avoir les points. L'erreur qui va coûter cher dans le classement, du coup, regardons ça. Alors, eh ben, du coup, 40 est viré du classement et on a Trilobite qui est arrivé. Et voilà, ouais, et Semas aussi a répondu le rayon, forcément. Il s'est fait avoir. Dommage. Et oui. Allez, on poursuit avec la prochaine question. Ah non, c'est vrai que j'ai ma petite diapo. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ouais, bon, voilà, c'est les idées de profondeur. Hein. Tout à l'heure, Sema nous disait la limite noyau externe, manteau inférieur, donc à 2900 km. En effet, on voit ici sur cette diapo. Et on voit donc que le rayon, en effet, est de l'ordre de 6300 km, mais du coup, le diamètre est double. Forcément. Allez, on poursuit avec la prochaine question. Comment estime-t-on la composition chimique de la graine ou noyau interne? Grâce aux météorites, grâce aux échantillons remontés par le magma, grâce aux ondes sismiques ou grâce au forage? En effet, on ne peut pas aller chercher d'échantillons du noyau interne. On sait qu'il est solide, mais comment on peut connaître sa composition chimique? Sachant qu'on ne peut pas y aller. C'est quand même étrange. Comment peut-on l'estimer? Alors après, bien sûr, des études de laboratoire hein, qui sont faites, mais comment, de base, a-t-on pu estimer cette composition? À part d'une théorie. Alors la densité est un indice, nous dirons oui, bien sûr. À partir de cette constatation, de cette théorie, on peut comparer des densités, des vitesses de propagation, etc. Mais en effet, on va se baser sur les météorites. Et notamment donc, sur la pallasite, dont on a parlé quand on a fait le système solaire, il me semble. Et en effet, je vais mettre la diapo, c'est au niveau de la différenciation de la Terre qu'on peut donc estimer la composition chimique. Pas l'état. Alors, au niveau, on a Trilobite qui monte. Ok, donc je vous montre.
Donc voilà, on part du principe qu'en effet d'une terre primitive et que les palacites, qu'on trouve très peu, hein, c'est une des météorites les plus rares sur Terre, eh bien seraient similaires en tout cas au noyau, seraient issus d'une différenciation qui serait similaire donc au noyau interne. Du coup, en connaissant la composition de ces météorites, on peut les comparer en effet en laboratoire au niveau des densités, au niveau de la vitesse des ondes, et avoir une idée de tout ça. Alors vous avez beaucoup répondu les ondes sismiques. Ouais, mais grâce au fromage, nous dit Sema. Mais de base, il faut déjà avoir une idée de la composition. Alors justement, cette composition, j'enchaîne. Le noyau terrestre serait un alliage de fer et d'œufs. À vous de répondre. Le noyau terrestre, donc interne, principalement, serait un alliage de fer et de quoi? À vous de répondre. Alors vous avez un peu plus de temps pour répondre. Hein. Là, vous avez 90 secondes, je crois, pour répondre. Donc 1 minute 30. Je vous laisse répondre. Sans faire de faute, hein. Donc, quel est l'autre métal qui va composer donc le noyau interne? Alors, Jody nous dit, ne pense l'avoir mal écrit. C'est un métal qu'on exploite en France, en Nouvelle-Calédonie. Enfin, France, oui, c'est les îles françaises, bien qu'ils aient leur indépendance politique. Alors, on a beaucoup de réponses pour le nickel. Et en effet, c'était le nickel. N-I-C-K-E-L. De fer et de nickel. Donc, fallait pas se tromper au niveau de l'orthographe. F-E-N-I, en effet, dit Sophia. Et oui, mince, voilà, c'est trompé, Jody, au niveau de l'orthographe. Ouais. Alors, on a G qui prend la première place et Amine qui est un peu détrôné de sa première place, hein, du coup. Et oui, par contre, le reste, on n'a pas de changement. Allez, on poursuit en petit diapo. Chaque fois, je l'oublie, celle-là. Donc voilà, hein, j'ai mis un extrait de la palasite, hein, une photo de la palasite, une coupe de palasite. En effet, d'alliage de l'association du fer et du nickel. On poursuit. Quelle est la fourchette de température du noyau terrestre, du coup? Entre 380 et 550 degrés Celsius? Entre 3800 et 5500 degrés Celsius? Entre 3800 et 55 000 degrés Celsius? Ou entre 380 000 et 550 000 degrés Celsius? À vous de me dire. Quelle est la fourchette? L'ordre de grandeur de la température en profondeur. En tout cas, c'est plus chaud qu'à la surface, forcément, puisqu'il y a le gradient géothermique et il y a l'énergie de la Terre qui est dégagée et qui produit du coup de la chaleur à l'origine des convections mantéliques notamment et des mouvements, en fait, de toute la dynamique interne de la Terre, tectonique des plaques, volcanisme, magmatisme bien sûr associé et compagnie. Alors Selma nous dit le bleu, Mathilde nous dit la bleue. Et en effet, c'était la bleue, hein, 3800 degrés et 5500 degrés à peu près, au niveau des ordres de grandeur. Donc non, hein, pas 38 000 degrés ni 55 000 degrés, et encore moins 380 000 à 550 000. Hein, ça, c'est vraiment très chaud. Donc en effet, on regarde le classement. Alors, on a Clara qui arrive dans le classement, du top 5 en tout cas. Et on a G qui enchaîne les bonnes réponses, puisqu'il a 9 bonnes réponses pour l'instant. Alors, on continue, on enchaîne. Ah, petite, décidément, je ne vais pas y arriver. Donc voilà, je vous ai mis les températures à peu près, le gradient géothermique, hein, noyau solide, voilà, aux alentours de 4200 degrés. En tout cas, on est autour du millier de degrés pour le noyau interne. Et on a un gradient géothermique. Donc qui était constaté, hein, moi je parle un peu toujours de ma région, mais le nord, on le sentait, hein, quand on allait dans les mines, en effet, il faisait un peu plus chaud qu'en surface. Alors, Ami nous dit ça va être serré ce soir. Oui, c'est assez serré quand même. Hein.
Encore une question où il va falloir taper la réponse. Alors, je suis une péridotite appauvrie, issue de la fusion partielle de la lerzolite. Je suis une... Ah là, c'est cadeau. Allez, je vous laisse faire. Péridotite appauvrie, donc suite à une fusion partielle, issue de la fusion partielle, ce que j'avais mis justement, de la lerzolite. Donc lerzolite qui est aussi une péridotite, mais je vous demande l'autre type de péridotite qui va être appauvri par les éléments... Alors sans faute d'orthographe, alors ça va être beau. Ça va être bon, ça. Au niveau des fautes d'orthographe. Et qu'est-ce que je racontais du coup? Moi je sais plus. Oui, donc appauvri en éléments incompatibles, par contre. Pardon, c'est ça que je voulais dire. Fusion partielle, éléments incompatibles, vire dans le magma. Et il y a du magma résiduel, ou de la roche résiduelle. Et donc... qui donne cette roche péridotitique. Ah, Samuel est aussi du Nord, Valenciennes. Ah, bah, c'est cool. Moi, je suis du côté de Béthune, dans le bassin minier, Lance-Béthune. Une pyrite, nous dit Sema. Ah, peut-être. La pyrite, on l'a déjà rencontrée. Hein. On l'a rencontrée quand on a fait les ressources. Le quiz sur les ressources, c'est-à-dire sur le numéro 5. La pyrite que j'ai là d'ailleurs. Est-ce que c'est la pyrite? Je ne sais pas. C'était en effet la harzburgite. Alors, est-ce qu'on a... On n'a pas de terrible, hein, on a 4 bonnes réponses, vous êtes trompé au niveau de l'orthographe ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne comprends pas. Olivine, c'est un minéral, hein, c'est pas une roche. Là, je parle de roche, une péridotite. Alors, on a 40 qui revient dans le classement. Ouf. Donc, je vous remontre le diagramme triangulaire concernant les péridotites. Hein. Vous voyez la lerzolite qui est située au centre. Si on enlève, donc avec les 3 minéraux principaux, hein, olivine, clinopyroxène, orthopyroxène, et si on appauvrit en effet cette lerzolite, en fait il y a une partie de la lerzolite, partie chimique de la lerzolite qui va partir dans le magma et remonter, notamment au niveau des dorsales par exemple, lors d'une fusion partielle, on va avoir un résidu qui va être donc l'harzburgite, donc la péridotite appauvrie. Ah, question plus difficile qui du coup a départagé pas mal de monde. 4 personnes ont pu donc remonter dans le classement. On va passer à la suivante. Question numéro 13 du coup. Où se trouve l'étang de Lers, ayant donné son nom justement aux péridotites type lersolite? Est-ce que ça se situe dans les Alpes, dans l'Atlas, dans les Pyrénées ou dans le sultanat d'Oman? Donc les Alpes, Pyrénées en France. L'Atlas se situe au niveau du Maghreb, au niveau de l'Afrique. Et Oman, c'est célèbre ophiolite d'Oman. Donc vous avez la carte géologique qui apparaît petit à petit. Mais où ça se situe? Vous voyez qu'il y a de la péridotite et de la lerzolite, notamment. Ce qui a donné le nom, donc l'étang de Lers, hein, qui a donné le nom lerzolite à la péridotite. Cette péridotite donc enrichie, originelle. Alors Jody nous dit au hasard. Alors on a 15 réponses. C'est dans les Pyrénées, ouais. Dans les Pyrénées. Alors je vais parler un peu de l'orogénèse pyrénéenne peut-être, mais je vais d'abord regarder le classement. Donc on a Dolomieu qui revient. Ah, c'est serré entre 40 et Dolomieu. Hein. Il se pique la place tout le temps. On va voir comment ça va se terminer. Mathilde nous dit Pyrénées en effet. Donc on a la plaque ibérique hein, qui est remontée donc, au niveau du Crétacé-Jurassique, au niveau du secondaire en tout cas. Et il faut savoir qu'entre les deux, il n'y a jamais eu de croûte océanique. Donc on ne trouve pas d'ophiolite au niveau des Pyrénées. Par contre, lors du contact entre la plaque ibérique et la plaque européenne, eh bien, il y a un cisaillement qui a été fait. Cisaillement, non. J'ai perdu le mot.
sur le cisaillement, en fait, les péridotites sont remontés à la surface, et donc on a en effet des passages de... On peut retrouver le manteau, du coup, le manteau non différencié, donc là, l'erzolite, au niveau des Pyrénées. Et donc au niveau de cet étang, on trouve des effleurements à l'affleurement de l'erzolite, et donc c'est l'étang de l'Ers qui a donné ce nom. Voilà pour ça. On poursuit avec la question 14. Vrai ou faux? Donc Lehmann est l'homme qui a mis en évidence la discontinuité entre noyau interne et noyau externe. Vrai ou faux? Lisez bien la question. Alors, comment on dit Inge Lehmann, je crois, est l'homme qui a mis en évidence la discontinuité entre noyau interne et noyau externe. Vrai ou faux? Lisez bien la question. Alors, on me dit pourquoi pas d'unité tout à l'heure pour les péridotites. Parce qu'habituellement, la lerzolite se différencie en fait en erzburgite en général. D'unite, c'est vraiment une différenciation poussée. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis d'unite. Donc c'est faux. Alors, Lehmann a bien mis en évidence la discontinuité noyau interne et noyau externe. Mais pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? On regarde le classement. Pas trop de changements. Parce que, c'est pas un homme. C'est une femme. Donc c'est pas l'homme qui a découvert cette discontinuité, c'est la femme qui a découvert, en effet, cette discontinuité. C'est Madame Lehmann, en effet. C'est assez rare pour le souligner, quand même, des femmes en sciences. Moi, j'aime bien le souligner avec mes élèves. En effet, les femmes ont leur place dans les sciences. Et cette femme est notamment un grand nom de la science, comme Rosalind Franklin, je pense, concernant la découverte de l'ADN, qu'on oublie souvent. Pour moi, en géologie, c'est un peu Lehmann, la figure scientifique féminine. Vous en connaissez peut-être d'autres, je n'ai pas en tête. En écologie, on a Rachel Carson. Bon voilà, on a des personnes influentes quand même, mais c'est assez rare comparé aux hommes. Alors, au niveau des commentaires, important de le rappeler, oui, en effet. Ouais, c'est important de le rappeler. Surtout qu'elles sont mises de côté. On a Marie Curie également, bien sûr, pour la radioactivité. Mais bon, ça, c'est la figure connue féminine. Allez, on va poursuivre avec... déjà, la dernière question, tiens. Minéral des péridotites de formule MgAl2O4 à la teinte brune, tout le temps éteint. Système cubique. Qui suis-je? Et vous avez la photo en LPNA. Allez, je vous laisse faire. À vous de me dire quel est ce minéral. Donc j'ai pas mis le LPA parce que de toute façon il est toujours éteint. Donc il est noir. Donc Sophia nous dit Madame Curie, oui. Au niveau des femmes scientifiques, ouais. En éthologie aussi, on a des femmes qui travaillent notamment avec les chimpanzés qui sont assez connus. Toutes les avancées aussi au niveau de tout ce qui est infirmerie, contraception également. Donc on a beaucoup de femmes qui ont travaillé sur ça. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. C'est plus biologie du coup. Donc c'est en effet le spinel. C'était le spinel, ce minéral. Donc de formule MgAl2O4, qui est tout le temps éteint. Donc moi, c'était facile à retenir. Je me rappelle quand je faisais des études de géologie. Eh bien, je reconnaissais tout de suite celui-là. Parce que clairement, des minéraux éteints système cubique, il n'y en a pas des masses. Et au niveau de associé à l'olivine et au pyroxène, une texture grenue, vous identifiez facilement le spinel. Non, je dis, c'est pas le grenat. Le grenat est aussi un système cubique. Hein. Mais le grenat n'est pas présent dans les cléidotites. Ou alors je me trompe, peut-être. Je peux me tromper. Hein. Mais le grenat, pour moi, n'est pas présent dans la péridotite. Confirmez-moi dans les commentaires. Peut-être que je me trompe. Hein.
Parce que je vois que plusieurs ont répondu Grenat. Est-ce que je me suis trompé? J'aurais peut-être dû mettre Grenat. Oula! C'est quoi le magnéso-vucidite? 40. Alors je ne connais pas du tout. Alors je regarde dans mon dico de Géol pour voir s'il y est, mais... À base profondeur, il y a du Grenat, oui! Lié au métamorphisme. Oui, ça c'est certain. Mais dans le péridotite, dans le manteau péridotitique, du Grenat, pour moi non. Dans les roches métamorphiques, oui, il y a du Grenat, en effet. Pyroxène, bah le pyroxène non, il n'est pas toujours éteint. Hein. Il n'est pas toujours éteint le pyroxène. Ah bah Dorian, ouais, bah je connais pas du tout celui-là. Hein. Magnéso-vustite. Compliqué la vie. Hein. Alors, j'enchaîne tout de suite, on va voir après le classement. Donc en effet, hein, voilà, vous avez une photo macro, un échantillon macro avec le système cubique de la spinelle, du spinel, pardon, pas de la spinelle, du spinel, c'est masculin, on va dire féminin, mais c'est masculin. Et assez similaire au grenat, hein, c'est vrai. Assez similaire au grenat, qui est plutôt rouge. Il est typique des roches plutôt métamorphiques de basse profondeur, en effet, mais encore une fois, enfin je sais pas, grenat est présent dans les péridotites vers 60 km de profondeur. Le grenat est présent dans les péridotites vers 60 km de profondeur. Peut-être, je ne sais pas. Écoute, je me suis peut-être trompé, alors autant pour moi. Je vais vérifier ça dans mon dico, voir au niveau du grenat. Pour moi, c'était vraiment métamorphique et pas dans la péridotite. Mais en tout cas, j'en ai jamais vu dans des lames de péridotite. Je vais vérifier. Hein. Bon, pas grave. Peut-être que je me trompe en effet. Alors, le podium, du coup, on y va, on y est. Donc on a G qui est 3ème avec 11 024 points. On a Trilobit 2ème avec 11 329 points. Et on a donc le grand gagnant ce soir, ou la grande gagnante, est Amine avec 11 331 points. Alors, quand même, à 2 points. Non, pas 2 points. Si, à 2 points de Trilobit. Elle n'a pas passé loin quand même. Hein. Mais du coup, c'est le grand gagnant. Bravo. Bravo, bravo. Donc n'hésitez pas à partager votre classement. Donc n'hésitez pas à partager votre classement en commentaire, je regarde. Donc Jérôme applaudit en effet. Bravo Amine. C'était serré, hein. Il a perdu une fois sa première place, après il a reprise. C'était assez serré. Alors combien vous êtes? Alors 40, t'es combien? Ça va, là, t'es passé dans le top 5 et après t'es... Et Dorian, il est où? 6ème 40, ok, très bien. J'ai pas eu de bug en effet, dit Sophia. Ouais, je suis content, j'ai pas eu de bug. Je crois que le système il fonctionne bien. J'ai pas encore les commentaires, j'ai pas réussi à les avoir, mais... Même avec la formule chimique, on pouvait se tromper sur le spinel. 4ème, je crois, je suis... Ah, pas loin, je dis. Alors je peux regarder, hein. Je vais avoir le feedback. Ah bah voilà. Alors on a... Ah non, on a donc Amine, 1er, Trilobit, 2ème, donc G, 3ème. Ensuite on a Puff Puff et Dolomieux. Donc voilà au niveau des classements. Je peux regarder ici le classement, je vais vous montrer. Tac. Voilà. On a les 15 premiers. Ça a bugué? Non, ça n'a pas bugué, donc ça va. Mon PC a un peu figé. On était 24 joueurs. Bon, allez, ils n'ont pas joué 17. Donc voilà, vous avez le classement sur 17. Donc 5ème, donc Dolomieux, 46ème, Clara 7ème, Science 8ème, Cholatus 9ème, Urbain 10ème, 11 Sophia, 12 Will, 13 Elodie G, 14 Maeva, puis Docromain et Julieta. Voilà pour le classement total de ce soir. Voilà, nous en avons fini avec ce quiz. Donc je vous rappelle qu'on se retrouve mercredi pour le quiz de Dorian sur la pétrographie. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Cette fois-ci, c'est pas moi qui suis responsable s'il y a de la spinelle ou du grenat. Et
Et donc on co-animera à 3 ce quiz. Le quiz de dimanche prochain, je mettrai un vote dans les publications cours de géologie, on verra. Et le mercredi suivant, ce sera sur les dinosaures avec Maëva qui co-animera du coup ce quiz. Merci à toi, 40, c'était cool. Bravo Sophia, 11e, c'est quand même bien. Bravo à tous, oui, Amine. J'ai raté, nous dit Hichem. Ah bah, il fallait venir à l'heure, hein, ça c'est sûr que l'heure c'est l'heure. Urbain nous dit miam la pétro, ouais. Bah écoute, du coup, rendez-vous mercredi, hein, même heure, 21h, sur la page, pour ce petit quiz. En espère... Alors, ce sera un test technique, hein, puisque j'ai pas encore fait de co-animation micro, donc on verra ce que ça donne. Mais ce sera le crash test, comme on dit. On verra si ça fonctionne bien ou pas. Mais en tout cas, tout a été bien préparé, c'est cool. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Bonne semaine. Et puis, à mercredi. Salut!